Tout va mal. Nous ne savons plus où est l'Ouest. Même l'océan a l'air différent. Pendant plus de 80 ans, ces derniers mots cryptiques ont hanté les enquêteurs. Ils venaient de l'équipage du vol 19, 5 bombardiers de la marine américaine qui ont plongé au cœur du triangle des Bermudes et n'ont jamais été revus. Mais ils n'étaient pas les premiers. Des décennies plus tôt, le colossal USS Cyclops, un navire de la taille d'un cargo moderne avec plus de 300 hommes à bord, a également disparu dans ces mêmes eaux sans le moindre appel de détresse. Qu'est-ce qui relie ces deux disparitions légendaires? Pendant des générations, leurs destins ont été imputés à une zone sinistre de l'océan, un endroit où les lois de la physique sont censées simplement s'effondrer. Mais quelle est la véritable histoire? Ici, nous allons passer au crible le secret militaire et des décennies de mythes pour voir ce que la science moderne et les dossiers déclassifiés réellement passé dans la zone la plus mystérieuse de l'océan. Nous allons voyager dans le temps, d'abord au plus fort de la Première Guerre mondiale pour assister au dernier voyage d'un géant d'acier, puis au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, pour voler aux côtés d'une escadrille de pilotes droit dans la confusion qui allait sceller leur destin. Notre première histoire commence dans les eaux froides et agitées de l'Atlantique pendant la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire de l'USS Cyclops, un navire qui était, dans tous les sens du terme, un mastodonte. Lancé en 1910, le Cyclops n'était pas un navire de guerre au sens habituel du terme. C'était un charbonnier de classe Proteus, un énorme navire de ravitaillement flottant de plus de 164 mètres de long. Sa tâche principale était de satisfaire l'appétit insatiable de la flotte de la marine, alimentée au charbon. Son surnom était la soute à charbon flottante, une bête de somme essentielle à l'effort de guerre. Au début de 1918, le Cyclops était en mission critique. Il avait navigué de Virginie jusqu'à Rio de Janeiro, au Brésil, pour ravitailler les navires alliés. Son voyage de retour était tout aussi vital. Il devait transporter une pleine cargaison, 10 ou 800 tonnes longues selon les rapports, de minerai de manganèse. Un élément dense et lourd crucial pour la fabrication de l'acier aux États-Unis. À la barre se trouvait le commandant George W. Worley, un homme dont le leadership allait bientôt être soumis à un examen minutieux. Équipage et passagers à bord, le Cyclops était une ville sur mer naviguant vers Baltimore au Maryland. Le voyage a commencé sans incident, mais avant même de commencer sa dernière étape, des signes de problèmes sont apparus à une noce. Le BSA, commandant Worley, avait signalé que le moteur tribord du navire avait un cylindre fissuré, le rendant inutilisable. Malgré ce problème mécanique assez important, un conseil d'enquête a décidé que le navire était suffisamment en état de naviguer pour rentrer chez lui. De plus, le navire était lourdement chargé. Lorsqu'il a fait une escale imprévue à la Barbade le 3 mars, il a été noté que son niveau d'eau était au-dessus de la ligne de Plimsoll, un signe clair qu'il était surchargé. Le 4 mars 1918, l'USS Cyclops quitta le port de la Barbade. Le temps était beau. Il pointa sa proue vers le nord et navigua dans la vaste étendue de l'Atlantique. C'était
la dernière fois que quiconque le verrait. Les jours se transformèrent en une semaine. Son arrivée prévue à Baltimore le 13 mars arriva et passa. Au début, personne ne paniqua. Le voyage transatlantique en 1918 était par la météo ou la menace constante des sous-marins allemands. Mais à mesure que les jours passaient, avec seulement un silence étrange du navire, le département de la marine commença à s'inquiéter. Le Cyclops might inletterware is this Bessas. Pas seulement en retard, il avait disparu. Le plus troublant était l'absence totale de communication. Le Cyclops avait une radio avec un opérateur 24 heures sur 24. Pourtant, pas un seul SOS n'avait débit. Le navire de 19 000 tonnes et les 306 personnes à bord avaient été arrachés de la surface de l'océan. La marine américaine lança une recherche massive, l'une des plus importantes de son histoire. Sillonnèrent la route prévue du navire, des Caraïbes à la côte américaine. Des pilotes à bord de vieux biplans scrutaient les vagues à la recherche de tout signe d'épave. Une chaloupe de sauvetage, un champ de débris, même une nappe de pétrole. Ils ne trouvèrent rien. L'océan avait englouti le Cyclops entier, laissant un mystère que le président Woodrow Wilson dira plus tard n'être connu que de Dieu et de la mer. Les familles de l'équipage furent laissées dans un état d'attente angoissant. Pendant des semaines, elles s'accrochèrent à l'espoir, mais cet espoir fut toujours déçu. Finalement, la marine a dû déclarer le Cyclops et tout son équipage perdus. Cela reste la plus grande perte de vies humaines hors combat de l'histoire de l'US Navy. Alors, que s'est-il Au milieu d'une guerre mondiale, le suspect le plus évident était l'ennemi. Mais quand la guerre a pris fin et que les registres navals allemands ont été examinés, la théorie s'est effondrée. Les journaux de bord allemands ne montraient aucun sous-marin opérant dans la zone où le Cyclops avait disparu. L'action ennemie ayant été écartée, les enquêteurs se sont penchés sur le navire lui-même. Le moteur fissuré était un signal d'alarme majeur. Mais certains se sont demandé si le navire n'avait pas une faiblesse systémique plus profonde. Dans un écho étrange et obsédant, ces navires jumeaux, le Proteus et le Nereus, ont également disparu en mer pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous deux alors qu'ils transportaient de lourdes cargaisons de minerais métalliques. Cela a conduit à une théorie proéminente. Une défaillance structurelle catastrophique. Peut-être que les poutres en I ont un acier du navire avait été corrodé par certaines des cargaisons qu'il avait à transporter au fil des ans. Le minerai de manganèse lui-même est devenu un suspect principal. Il est beaucoup plus dense que le charbon, de sorte que le matériau lourd et rocheux n'aurait peut-être pas rempli les cales, laissant de l'espace pour qu'il se déplace violemment dans les mers agitées. Une théorie suggère que si le Cyclops avait rencontré une tempête, cette cargaison en mouvement aurait pu le faire gîter brusquement et chavirer à une vitesse terrifiante. Une autre possibilité glaçante combine cette contrainte structurelle avec l'océan lui-même. Les scientifiques savent maintenant que la région est sujette aux basses vagues scélérates, des murs d'eau géants et imprévisibles pouvant atteindre près de 30 mètres de haut. On a émis l'hypothèse qu'un navire comme le Cyclops pourrait être pris entre deux vagues, suspendu avec sa proue et sa poupe sur les crêtes
et à son milieu non soutenu s'affaissant dans le creux. Ajoutez à cela une cargaison surchargée et en mouvement, et le navire aurait pu simplement se briser en deux, sombrant sous les vagues en quelques minutes, bien trop rapidement pour envoyer un appel de détresse. Et puis il y avait l'élément humain. Le capitaine du navire, George Worley, était un personnage controversé. Des rapports avaient fait état d'un comportement erratique, et il y eut même une petite mutinerie lors d'un voyage précédent. Un détail crucial est apparu. L'officier exécutif du navire, le seul homme à bord ayant de l'expérience dans le chargement du minerai de manganèse, avait été arrêté par Worley après une dispute insignifiante. Est-il possible que sans son expertise, le minerai ait été chargé d'une manière qui a condamné le navire dès le départ? Une tempête? Une défaillance structurelle? Une cargaison qui se déplace? Une vague scélérate? Ou une erreur de jugement fatale? N'importe lequel de ces éléments aurait pu provoquer un désastre. Une combinaison aurait pu le rendre presque certain. Mais sans épave ni témoin, l'enquête navale officielle a conclu par seulement 5 mots obsédants. Cause et raison de la disparition inconnue. Maintenant, avançons de 27 ans. La Seconde Guerre mondiale est terminée. À la base aéronavale de Fort Lauderdale, en Floride, la mission est passée du combat à l'entraînement. Et c'est ici, le 5 décembre 1945, que notre deuxième grand mystère commence. L'après-midi est clair. 5 bombardiers torpilleurs TBM Avenger sont alignés sur le tarmac. C'est le vol 19. Leur mission est un exercice d'entraînement de routine appelé Problème de navigation numéro 1. Le plan de vol est un simple triangle. Voler vers l'est depuis la Floride, effectuer un exercice de bombardement, continuer vers l'est, tourner vers le nord, puis se diriger vers le sud-ouest pour revenir à la base. Le vol est dirigé par le lieutenant Charles Carroll Taylor, un instructeur vétéran avec plus de 2500 heures de vol. C'est un pilote expérimenté, mais il a récemment été transféré à Fort Lauderdale et n'est pas très familier avec cette route spécifique. Selon les dossiers de la marine, Taylor est arrivé en retard ce jour-là et a même demandé à être remplacé comme instructeur, mais sa demande a été refusée. Son vol se compose de 4 autres avions, transportant un total de 13 étudiants et membres d'équipage. À 14h10, les 5 bombardiers décollent. En tout, 14 hommes s'envolent vers le soleil de l'après-midi. La première partie de la mission s'est déroulée sans accroc. Mais vers 16h, près de 2 heures après le début du vol, la tour de Fort Lauderdale a capté une transmission radio profondément troublante entre le lieutenant Taylor et un autre pilote. Les transcriptions radio brossent un tableau glaçant d'un homme complet et down et absolu la à la radio. Mais 2 comparations en panne. Et j'essaie de trouver Fort Lauderdale, en Floride. Je suis au-dessus de la terre ferme, mais elle est morcelée. Je suis sûr d'être dans les Keys, mais je ne sais pas à quelle distance. C'était l'erreur critique. Fatale. Les enquêteurs ont découvert plus tard que Taylor se trouvait presque exactement là où il était censé être, au-dessus des Bahamas. C'est la terre morcelée qu'il a vue n'était pas les Keys de Floride, mais les îles des Bahamas. Dans son esprit, cependant, il était perdu, quelque part, au-dessus du golfe du Mexique, de l'autre côté de la Floride. Chaque instant qu'il avait était maintenant basé sur une fausse réalité. Les opérateurs de la tour ont désespérément essayé d'aider, l'exhortant à allumer son émetteur d'urgence afin qu'il puisse trouver sa position.
pour des raisons que nous ne connaîtrons jamais, il ne l'a pas fait. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, la situation empirait. Le temps, auparavant clair, commençait à changer. Les transmissions radio ont capturé un sentiment croissant de confusion. Bon sang, si seulement nous pouvions voler vers l'ouest, nous rentrerions chez nous. Dirigez-vous vers l'ouest, bon sang. Mais la chaîne de commandement a tenu. Les pilotes ont suivi leur chef. Croyant qu'ils devaient voler vers le nord-est pour retourner à Fort Lauderdale, Taylor a mené son escadron de plus en plus loin dans l'Atlantique vide. Les transmissions sont devenues plus faibles. Tous les avions se rapprochent. Nous devrons amérir à moins de trouver terre. Quand le premier avion descendra en dessous de 10 gallons, nous descendrons tous ensemble. À 19h04, le dernier signal faible du vol 19 s'est éteint dans le silence. Avant même cette dernière transmission, la marine avait lancé une vaste opération de recherche et de sauvetage. Alors que l'obscurité tombait, 2 grands hydravions Martin Mariner ont été envoyés pour chercher le Haus de Grande sur Indien. L'un d'eux, désigné Training 49, a décollé avec un équipage de 13 hommes à 19h27. 19h30, le Mariner a signalé un contrôle de routine par radio. C'était le dernier. Seulement 20 minutes après le décollage, l'avion a disparu du radar. Au même moment, l'équipage d'un navire marchand a signalé avoir vu une explosion massive dans le ciel. Une boule de feu qui a brûlé pendant 10 minutes. Quand ils ont atteint l'endroit, ils ont snamerider un counter ir ancien une grande nappe de pétrole, mais aucun débris et aucun survivant. Le Martin Mariner avait un surnom lugubre, le réservoir de carburant volant. Il était notoirement sujet aux fuites de vapeur, de carburant qui peut être enflammé par une seule étincelle. La marine a rapidement conclu que c'était ce qui était arrivé à l'avion de sauvetage. En une nuit horrible, 6 avions et 27 hommes avaient disparu. La recherche qui a suivi a été l'une des plus grandes de l'histoire. Pendant 5 jours, des centaines de navires et d'avions ont ratissé plus de 300 000 miles carrés d'océan. Ils n'ont rien trouvé. Aucun débris, aucun radeau de sauvetage, pas la moindre trace du vol 19. Nous avons donc ici 2 catastrophes monumentales, espacées de plusieurs décennies, mais liées par la même parcelle d'océan et le même résultat obsédant, une disparition complète. Nous avons présenté l'histoire, les derniers mouvements connus et les recherches que Tassak, oui. Yann Sass. Avant d'abrir d'abord aborder l'analyse scientifique moderne et les théories vraiment folles. Quelles sont vos premières impressions? Faites-nous part de vos théories sur le Cyclops et le vol 19 dans les commentaires. Et si vous trouvez cette enquête passionnante, prenez un instant pour vous abonner afin de ne pas manquer nos futures plongées dans les mystères historiques. Pendant des années, l'histoire officielle du vol 19 était simplement cause inconnue. Le rapport initial de 500 pages de la marine n'allait pas jusqu'à attribuer de blâme, mais ils l'ont ensuite modifié, attribuant la tragédie à une erreur de pilotage. Plaçant la responsabilité entièrement sur le lieutenant Charles Taylor. Sa mère, Catherine, a refusé de l'accepter. Elle a lancé sa propre enquête et a fait campagne sans relâche pour laver le nom de son fils. En 1947, elle a réussi. La cause officielle a été changée à nouveau en inconnue. Ces allers-retours n'ont fait qu'alimenter les spéculations publiques. Les rapports déclassifiés ont confirmé les transcriptions radio montrant la désorientation de Taylor. Ils ont également montré que d'autres pilotes savaient probablement que leur chef se trompait.
mais l'ont suivi quand même par discipline militaire. Aujourd'hui, nous avons une compréhension scientifique beaucoup plus claire de ce qui est probablement arrivé à Taylor. La désorientation spatiale. Sans un horizon clair, surtout au-dessus d'une étendue d'eau uniforme au crépuscule, l'oreille interne d'un pilote peut lui jouer des tours. Votre sens de l'orientation peut devenir complètement détaché de la réalité. Ajoutez à cela des boussoles défectueuses et la situation devient incroyablement dangereuse. Et pourquoi les boussoles tomberaient-elles en panne? Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits sur Terre où une boussole peut pointer vers le nord géographique au lieu du nord magnétique. C'est une particularité de navigation connue sous le nom de ligne agonique. Bien que les relevés de la marine n'aient trouvé aucune perturbation magnétique inhabituelle dans la région, vous avez une recette pour le désastre lorsque vous combinez cette particularité avec un équipement défaillant. Le mauvais temps et la panique d'être perdu. Taylor, croyant que ses instruments l'avaient trahi, a fait confiance à son instinct. Mais son instinct était faux. Il n'était pas dans le Golfe. Il était dans l'Atlantique et chaque correction qu'il faisait entraînait ses hommes plus loin en mer jusqu'à ce que leur réservoir de carburant soit vide. Appliquons maintenant cette même lentille moderne à l'USS Cyclops. L'idée qu'une vague scélérate brise le navire en deux n'est pas de la science-fiction. Les océanographes ont confirmé que ces vagues monstrueuses sont réelles. Pour un navire comme le Cyclops, CD Sir Charles Way moteur de Furflow were tués. Potentiellement, comprenez, une telle rencontre aurait été instantanément fatale. Ensuite, il y la science de la cargaison elle-même. La théorie du versant lumineux de manganèse Rower et Eritrons Endo Ultra per à jour avec un concept appelé liquéfaction de la cargaison. C'est lorsque une cargaison solide est saturée d'eau et que, sous l'effet du mouvement de balancement des vagues, elle commence à se comporter comme un liquide dense et instable. Lors d'une tempête, cela pourrait provoquer un déplacement de poids soudain et catastrophique, faisant chavirer et couler le navire à une vitesse fulgurante. Cela expliquerait parfaitement l'absence d'appel de détresse. L'événement entier aurait pu être terminé en seulement 2 ou 3 minutes. Alors, s'il existe des explications scientifiques plausibles, pourquoi la légende persiste-t-elle? La National Oceanic and Atmospheric Administration, ou NOAA, a une position officielle. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve que les disparitions mystérieuses se produisent plus fréquemment dans le triangle des Bermudes que dans toute autre grande zone de l'océan très fréquentée. La marine et les gardes-côtes sont d'accord, ajoutant que les forces de la nature et l'erreur humaine l'emportent souvent sur la science-fiction. Ils soulignent 3 facteurs clés. Premièrement, on a une autoroute pour les navires et les avions. Plus de trafic signifie plus d'accidents. Deuxièmement, c'est une zone de temps extrême et volatile. Le berceau des ouragans est le siège du puissant courant du Gulf Stream. Troisièmement, la géographie elle-même est dangereuse. En bref, la science nous dit que le triangle des Bermudes n'est pas mystérieux de manière unique. Il est simplement exceptionnellement fréquenté et exceptionnellement dangereux. Bien sûr, pour beaucoup, ces explications scientifiques n'ont tout simplement pas le même panache dramatique que la légende. Il est important de se rappeler que l'idée même du
triangle des Bermudes est une invention assez moderne. L'expression n'a été inventée qu'en 1964 dans un article de magazine populaire. La légende a vraiment été ancrée dans la culture populaire avec le méga best-seller de Charles Berlitz de 1964, Le Triangle des Bermudes. Son livre a tissé les histoires du Cyclope et du vol 19 dans un grand récit de haute étrangeté. Et à partir de là, les théories paranormales ont vraiment décollé. L'une des plus populaires est que le triangle est un foyer d'activité extraterrestre, que les extraterrestres utilisent la zone comme un portail ou une base sous-marine. Les navires et les avions qui disparaissent, selon la théorie, sont enlevés. Le film rend compte du troisième type, a famously dépeint l'équipage du vol 19, revenant sur Rhine après avoir été enlevé par un ovni. Bien qu'il n'y ait aucune preuve crédible de cela, la théorie témoigne de notre fascination pour l'idée que nous ne sommes peut-être pas seuls. Un mystère encore plus ancien est cette série Triangle, la cité perdue d'Atlantide. Cette théorie prétend que le continent Mythique se trouve au fond de l'eau et que les disparitions sont causées par une technologie atlante résiduelle. Comme de puissants cristaux d'énergie qui perturbent les équipements et entraînent les navires à leur perte. Comme preuve, les croyants citent souvent la route de Bimini, une formation rocheuse sous-marine qui ressemble à un mur artificiel. Les géologues ont conclu que c'est un phénomène naturel, mais pour beaucoup, c'est toujours un symbole d'une civilisation perdue. Les théories les plus hallucinantes impliquent peut-être des distorsions temporelles ou une sorte de brouillard électronique. Cette idée est alimentée par quelques témoignages de pilotes. Le plus célèbre étant celui d'un pilote nommé Bruce Gernon. Il a affirmé qu'en 1970, il avait traversé un étrange nuage en forme de tunnel qu'il a appelé brouillard électronique. Il a dit que ses instruments étaient devenus fous et qu'il avait ressenti une distorsion du temps, constatant qu'il avait parcouru plus de 160 km en quelques minutes seulement. Ces histoires suggèrent que les navires ne sont pas détruits, mais transportés dans un autre temps ou une autre dimension. C'est une idée fantastique, mais elle capture l'essence de l'attrait du triangle, qu'il pourrait y avoir des forces dans notre monde qui opèrent au-delà de notre compréhension. Où cela nous mène-t-il donc? Nous avons deux des mystères les plus persistants du 20e siècle. D'une part, la science offre une série d'explications plausibles et logiques. L'erreur humaine, la défaillance mécanique, les faiblesses structurelles et la puissance brute et imprévisible de la nature. Ensemble, ils démontrent de manière convaincante que le triangle des Bermudes n'est pas un lieu de pouvoir paranormal, mais un lieu de péril naturel. D'autre part, il y a la puissance durable de l'inconnu. Les explications scientifiques sont solides, mais il leur manque la seule chose nécessaire pour une clôture absolue, la preuve physique. Pendant plus d'un siècle, l'océan a refusé de livrer l'épave de l'USS Cyclops. Pendant plus de 80 ans, il a gardé le secret du vol 19. C'est dans ce vide de certitude que la spéculation prospère. Les légendes du triangle des Bermudes persistent, non pas parce qu'elles sont nécessairement vraies, mais parce que nous dos repalper que malgré toute notre technologie et notre science, notre monde est encore un endroit
vaste, mystérieux et parfois dangereux. Au fond, les histoires du Cyclope et du vol 19 sont de profondeur. Tracia Jaur di Trur. Soissau, Ursier, de 33 vies perdues en mer. Le mystère amplifie la tragédie, les transformant de notes historiques en mythes modernes durables. Alors, que pensez-vous qu'il s'est réellement passé? Était-ce une combinaison parfaite de phénomènes naturels et d'erreurs humaines tragiques? Ou y a-t-il des forces en jeu dans les profondeurs que nous n'avons pas encore comprises? La réponse finale, semble-t-il, est toujours là-bas, perdue quelque part dans le silence des profondeurs. Merci de nous avoir rejoints dans cette enquête sur le triangle des Bermudes. Si vous avez trouvé ce voyage à travers l'histoire et la science fascinant, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés lorsque nous explorerons une autre des plus grandes énigmes de l'histoire. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à vous poser des questions.